nouvelle production de votre magazine Le Dossier sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Depuis le 1er janvier 2024, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif de l'OHADA, évidemment, est entré en vigueur en République démocratique du Congo. En clair, toutes les organisations non gouvernementales et à entités à but non lucratif exerçant sur le sol congolais sont dans l'obligation de présenter chaque année les états financiers. Il s'agit notamment des églises, des partis politiques et bien d'autres structures que nous allons énumérer tout au long de cette émission. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Deli Kapassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Patrick, je suis très content d'être reçu ici aujourd'hui. Alors, merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation sur Ecofin Télévision. Plaisir pour moi. Je tiens à préciser donc que vous êtes chercheur en sciences économiques et de gestion. Alors, qu'est-ce que cela inspire? Le fait qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les entités à but non lucratif soient désormais dans l'obligation de présenter les états financiers. Qu'est-ce que cela inspire? Cela inspire la transparence, cela inspire la maîtrise de la gestion de ces entités-là, cela inspire un regard pointilleux de l'État sur disons, les sources de financement de ces entités, parce que cela touche directement l'onglet blanchiment de capitaux, lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Cela implique également un regard des régies financières sur les contrôles que pourraient exercer ces dites régies, notamment, disons, collecter, en fait, avoir une assiette fiscale assez élargie. Élargir leur assiette fiscale sur laquelle les régies financières pourraient en fait contrôler et veiller à ce que ces entités puissent payer payer normalement des impôts et taxes. Là, je vois directement les impôts professionnels sur la rémunération. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui est très important, alors, les entités à but non lucratif, je l'ai dit dans l'entame de cette émission, au-delà des églises, des partis politiques, quelles sont d'autres entités qui sont concernées justement par cet acte uniforme? Si vous le permettez, j'aimerais commencer par circonscrire premièrement le cadre de cet acte uniforme. Tout à fait. En fait, l'acte uniforme est porté par l'OHADA, en long et en large. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui est née en fait du traité de l'OHADA, signé à Port-Louis, c'est-à-dire aux îles Maurice, en 1993. Alors le Congo va adhérer à cet espace en 2012. Alors la mission ou l'objectif principal de ces traités, en fait, c'est pour remédier en fait aux injustices, remédier à toute forme d'impartialité de la justice, grâce à l'harmonisation et à la modernisation de la justice de tous ces pays membres. Donc voilà un peu, et c'est en 2012, comme je le disais, que le Congo va adhérer à cela. Mais maintenant, comme grâce à cette adhésion, l'OHADA chaque fois produit les actes uniformes qui essayent de réglementer certains aspects. C'est plusieurs actes uniformes produits jusque-là. Il y en a plusieurs. Alors, l'acte uniforme relatif aux entités à but non lucratif vient maintenant s'ajouter à cette panoplie d'actes uniformes pour cette fois-ci, comme vous l'avez dit, réglementer les secteurs des entités qui ne poursuivent pas des lucres, contrairement aux entreprises lambda commerciales et bien d'autres. Alors, voilà une question avant d'aller un peu plus loin. On parle des actes, des entités à but non lucratif.
Qu'est-ce qu'on entend par une entité à but non lucratif? Une entité à but non lucratif, c'est toute entité qui poursuit un but désintéressé. Ça veut dire simplement, c'est toute entité qui ne poursuit pas des profits. Donc, qui est là pour œuvrer pour les bien-être de la communauté, pour œuvrer pour la paix, la scolarité, pour l'éducation, mais sans pour autant attendre en retour un bénéfice pécunier quelconque. Donc voilà un peu ce qu'on peut comprendre d'une entité à but non lucratif. Alors avant l'avènement justement de cet acte uniforme, il y avait quand même un cadre qui régissait ces différentes entités. Quelles ont été les faiblesses, tout simplement? Bon, les faiblesses, en fait, c'est la disparité. Ça veut dire les manques des conformismes. Alors, toute entité pouvait tenir sa comptabilité à sa guise et à volonté. Alors, aujourd'hui, nous avons un dispositif qui, en fait, permet de pouvoir avoir un regard de manière transversale entre entités pour pouvoir aussi les comparer. Parce qu'aujourd'hui, on comprendrait mal qu'en faisant une lecture simplement de la situation financière des entités, n'est pas en fait voir d'où proviennent ou quel a été les revenus générés ou captés par ces entités-là, et quelles sont les dépenses qui ont été en fait engagées par cette entité. Alors que grâce à cet acte uniforme, aujourd'hui, on peut le voir de manière claire. Encore faut-il que vous ayez un œil d'analyste financier. Alors justement, aujourd'hui, les entités à but non lucratif, ça veut dire que chacun n'est pas aujourd'hui en droit de tenir sa comptabilité à sa guise. Il y a des normes à suivre selon l'acte uniforme. Oui, en fait, c'est ça même le but de la normalisation. Quand on dit normalisation, c'est que il y a des règles à respecter. Alors, c'est l'OHADA. Quelles sont ces règles, justement? La toute première que j'ai citerai ici, en termes des principes déjà reconnus en comptabilité, c'est le principe de l'entité, qui évoque une distinction nette et claire du patrimoine d'un individu. Je prends les cas de bailleurs de fonds ou des fondateurs des églises et l'entité église. Donc, les biens de l'église ou les biens d'une association quelconque ou d'un parti politique est distincte du bien de son fondateur, du bien d'un président d'un parti politique, par exemple. Donc, ça, c'est le tout premier principe. L'autre principe qui est aussi clair et net, le principe de la séparation d'exercice, par exemple. Donc, l'exercice 2024 est nettement différent de l'exercice 2025. Donc, où l'on doit reconnaître les produits et les charges générés ou occasionnés par un seul exercice et non le faire de manière cumulée. Donc, il y a bon nombre de principes que ces entités doivent respecter, et même la présentation de ces états financiers. Donc, il y a vraiment un nombre important de principes qu'on ne saurait énumérer ici compte tenu du temps qui nous est imparti. Alors justement, parmi, selon l'esprit justement de cet acte uniforme, dans les entités à but non lucratif, on y met également les associations et ordres professionnels, un peu comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats notamment, ou la Fédération des entreprises du Congo, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que cela vient ajouter, justement? Oui, en fait, pour essayer d'être vraiment concis, c'est que cet acte uniforme réglemente deux catégories des entités à but non lucratif. Nous avons premièrement les associations et les ordres professionnels. Donc, parmi les associations, on peut citer les églises, les partis politiques et autres. Parmi les ordres professionnels, on a les ordres des médecins, les ordres des avocats, les ordres des architectes, les ordres des experts comptables. Et la deuxième catégorie ici, c'est en fait tous les organismes, toutes les organisations
qui ont pour objet social la gestion des fonds. Par là, on entend tous les projets de développement. BAD, c'est la Banque africaine de développement. Nous avons tous les fonds mondiaux. Les fonds... Ça veut dire que toutes les entités qui ont dans leur mission la gestion ou encore le management des fonds qui viennent des bailleurs multilatéraux, bilatéraux, Voilà. étatiques ou même privés, Oui, sont aujourd'hui dans l'obligation de dans présenter l'obligation également. de présenter également les états financiers. Donc, au-delà de cette obligation de présenter les états financiers, il y a même pour une certaine catégorie des entités à but non lucratif de désigner un auditeur pour pouvoir certifier les états financiers. Alors là, encore faut-il que ces entités puissent atteindre un certain montant. Je citerai parmi les 3 critères qui en fait alignent ces entités-là pour pouvoir désigner un auditeur. C'est par exemple lorsque disons les total bilan, lorsque les total bilan dépassent en fait l'équivalent en francs congolais des 100 millions des francs CFA. Des francs CFA. Voilà. Et si aussi l'autre critère, c'est que si cette entité a au minimum 20 employés, 20 employés, excusez-moi, donc cette entité est aussi tenue de désigner un auditeur qui est censé certifier ses comptes, donc ses états financiers. Alors justement, revenons un peu au cas des églises notamment, parce que c'est l'une des organisations les plus répandues en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les offrandes, les dîmes que les pasteurs reçoivent, tout cela doit maintenant être mis au clair dans ces états financiers qu'ils sont tenus à présenter. Alors pour une petite histoire, donc j'ai écrit un petit papier sur ce point-là, parce que j'ai essayé un peu de sortir l'église et puis de pouvoir faire une analyse assez poussée. D'ailleurs, une enquête a été réalisée dans ce sens-là. Alors les dîmes, les offrandes et autres constituent, du point de vue de l'analyse qui a été faite, les revenus en fait des églises. Donc aujourd'hui, cela doit être vraiment clairement justifié, clairement établi, parce qu'il y a une obligation de produire une liste des donateurs, pour les églises et pour toute autre entité. Alors, toutes les dépenses et tous les revenus générés par l'activité de l'église doivent être en fait clairement présentés, parce que finalement, c'est ce qui va constituer les états financiers que l'église sera tenue en fait de produire. Mais il y a un élément primordial, parce que c'est une première année que cet acte uniforme sera appliqué en RDC. Oui, sera appliqué en RDC. D'ailleurs, quand on festoyait, quand on jubilait, on remerciait les seigneurs pour cette année nouvelle, l'acte uniforme était déjà entré en fait en application dès le 1er janvier. Donc il y a des travaux préparatoires qui doivent être réalisés. Ça veut dire aujourd'hui présenter un bilan d'ouverture. Il y a les inventaires de tous les actifs qui doivent être de tous les actifs qui doivent être l'inventaire qui doit être réalisé pour pouvoir reconnaître en fait les avoirs de l'église notamment, et puis par la suite reconstituer son passif, donc présenter son patrimoine, et par la suite commencer à pouvoir prendre en compte les différentes opérations qui seront réalisées durant cette année, et in fine présenter les états financiers. Donc tout le monde est censé s'y mettre déjà maintenant, pour qu'il y ait finalement les sanctions qui sont déjà qui sont énumérées dans cet acte uniforme ne puissent pas les contraindre à pouvoir payer des pénalités, et puis certains pourraient être
être traduit devant la justice. Devant la justice. Donc on pourra peut-être en parler au moment opportun. Donc voilà un peu en gros pour ce qui concerne les églises. Et au-delà des sanctions, on pourrait éventuellement aussi parler de la lutte anti-blanchiment de capitaux. Contre les blanchiments des capitaux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'accuse personne, mais on constate qu'il y a des églises aujourd'hui dans notre pays où les détenteurs ou les pasteurs, autrement dit, sont extrêmement riches. Et on se pose la question d'où vient l'argent. Et donc avec cet acte uniforme, ça permet de lutter aussi en quelque sorte contre ce qu'on pourrait qualifier des blanchiments de capitaux, tout simplement. Oui, ça permet de lutter, mais également ça permettra aussi de blanchir les pasteurs de ces soupçons. Imaginons qu'on accuse à tort les serviteurs de Dieu, qu'ils sont en train de gagner leur argent de manière frauduleuse, mais lorsqu'on déclare les sources des financements de l'Église, donc ça permet aussi d'élever l'équivoque quant à l'enrichissement des serviteurs de Dieu. Mais toujours est-il que l'entité Église devra être cernée différemment des personnes qui l'ont constituée. Tout à fait. Donc c'est les principes de l'entité que j'évoquais tout au début ici, c'est que les gens ne confondent pas leurs propres biens avec les biens de l'Église notamment. Donc au-delà de ces considérations, c'est que ils ont aujourd'hui la possibilité même de convaincre leurs membres de ce qui a été réalisé, des revenus que les membres ont mis, que les fidèles ont mis à la disposition. Mais aujourd'hui, la réalité aussi, c'est que les églises n'ont pas des employés. La majorité, ce sont des bénévoles, des bénévoles qui ne perçoivent pratiquement rien. Sur base de quoi ils vont établir tous ces états financiers notamment? Bon, vous avez raison de pouvoir les mentionner, mais dans la conception même de la notion du bénévolat, c'est que je peux prester pour vous gratuitement, mais les frais que j'engage pour l'entité pourraient m'être remboursés, à moins que moi-même je puisse ne pas vouloir en fait les recevoir. Mais dans tous les cas, il n'y a pas que les charges liées à la rémunération du personnel qui pourraient être considérées comme étant la charge de l'Église. Toute Église n'est pas propriétaire de la parcelle dans laquelle elle est implantée. Donc les frais, le frais locatif constitue une charge. Les micros, disons les baffles et toutes les chaises qu'elles achètent constituent d'une certaine manière soit leur bien immobilisé, soit des charges selon que le seuil d'immobilisation est atteint ou pas. Donc l'Église, comme toute autre entité, engage des charges qui en fait leur permettent de pouvoir fonctionner. Donc sans dépenses, on ne peut pas fonctionner. Donc, toutes les charges ne sont pas prises en charge par les membres. Donc l'Église a également ses charges. Église des partis politiques, nous pourrions aussi en parler parce que justement parce que vous évoquez les cas des partis politiques. On vient de sortir d'une période électorale. Beaucoup de partis politiques ont mené des campagnes qui ont été financées à coût de millions pour certains, mais les Congolais ne savent toujours pas d'où est venu cet argent-là. Comment ils se sont constitués cet argent pour financer la campagne électorale? Cet acte uniforme peut-il résoudre cette énigme-là? Les Congolais auront désormais droit de savoir que tel parti a financé sa campagne avec un tel montant et cet argent est venu de tel bailleur et de tel bailleur. Certainement, parce que la comptabilité, c'est aussi un moyen de contrôle. D'ailleurs, les fiscs, l'administration fiscale, pour pouvoir contrôler, elle se base sur la comptabilité tenue par les entités. Donc,
vous le savez autant que moi, que Nicolas Sarkozy a été poursuivi par la justice. Et inculpé même. Et inculpé, parce qu'il y a un contrôle qui a été exercé. Et le contrôle s'est fait par des soubassements, par une certaine documentation qui est exigée par l'établissement public, et sur cette documentation, le contrôle peut être exercé. Alors, dans notre environnement, il y avait un flou. Les gens recevaient de l'argent et dépensaient. Et ils reçoivent d'ailleurs. Voilà. Donc ils reçoivent de l'argent et puis ils dépensent. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, là, on ne sait pas qui a financé la campagne de tel politicien, tel candidat qui a financé la campagne. On ne sait pas, tout simplement. Vraiment, mais on a vu quand même que, voilà, il y en a qui ont mené la campagne à l'américaine, selon les termes employés par certains. Oui. En fait, cet acte uniforme permettra, parce que ça soumet déjà des partis politiques pour parler de leur cas à une tenue de la comptabilité. C'est que les partis politiques devront présenter les pièces justificatives qui en fait qui permettra en fait de dire que tel argent ou tel fonds provient de telle institution, tel fonds provient de tel bienfaiteur, tel fonds provient de nos membres. Ça veut dire la vente des cartes des membres, ça veut dire la contribution, des membres. Les contributions des membres. Donc ces éléments-là, grâce déjà à la liste des donateurs, un élément très essentiel de ces contrôles-là, parce on est censé connaître les donateurs qui ont contribué à la constitution des fonds, qui ont permis en fait aux partis politiques de soit allouer quelques fonds à leurs candidats ou les frais de fonctionnement, pour que finalement ces partis politiques là ou ces candidats aient la possibilité ou la capacité financière à répondre en fait aux exigences des campagnes. Donc c'est vraiment un élément très important qui permettra in fine de pouvoir peut-être inculper certaines personnes qui se livreraient en fait au blanchiment des capitaux, parce que finalement on peut recevoir de l'argent, battre campagne, briguer, en fait occuper des postes de responsabilité et être redevable à ces entités extra-nationales et même nationales qui vont en fait exercer une certaine pression. C'est comme aujourd'hui, c'est comme dans les cas de la RDC par exemple. On sait que nous et les Rwandais, ça ne marche pas, mais qu'il y ait un candidat par exemple, je ne dis pas qu'il y en a eu, mais qu'il y ait un candidat par exemple qui va se faire financer par le Rwanda, ça c'est quand même quelque chose d'assez tiquant. Oui, mais en fait, la comptabilité permettra certainement, encore faut-il que les établissements, les institutions publiques veillent à l'authenticité ou à la vraisemblance de ces éléments produits. Ces partis politiques-là devront, in fine, produire la liste des personnes qui ont contribué à leur dotation en termes de fonds. Donc, s'il s'avère que le pays que vous venez de citer se retrouve parmi les donateurs, ces partis politiques-là devraient, je parle au conditionnel, devraient justifier l'origine des fonds et pourquoi il a souhaité contracter avec un État qui se retrouve en conflit avec la RDC, avec notre pays. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les partis politiques. Et puis donc au titre des autres entités à but non lucratif, les partis politiques également devront produire des états financiers. Ils devront donc produire des états financiers. Fini donc l'époque on va dire, de l'obscurantisme dans la gestion des finances des organisations à but non lucratif. Du côté de l'État maintenant, à part le fait d'élargir son assiette fiscale, quels sont d'autres avantages avec justement cet acte uniforme? Bon, en termes d'avantages, vous savez, je peux citer rapidement le prof Mbouyamba, qui est dans le cadre de son cours de comptabilité au 3e cycle à l'autre école de commerce. Il ne cesse de dire que les États qui sont puissantes, les plus puissants aujourd'hui, les nations puissantes, ce sont des nations
qui accorde l'importance à la comptabilité. C'est grâce à la comptabilité, nous pouvons aujourd'hui, toute entité peut capter en fait quelle a été sa performance durant un exercice donné et quels sont les efforts à consentir pour pouvoir étendre son activité les années prochaines et puis se développer. Alors, s'il faut sortir du cadre de cet acte uniforme qui concerne les entités à but non lucratif, et si on rentre dans les états financiers produits par les entités classiques, par les entreprises commerciales, la valeur ajoutée qui est l'un des paliers en fait du compte des résultats, c'est ce qui permet en fait de déterminer les richesses créées par chaque entité. Donc grâce à la comptabilité aujourd'hui, on pourrait avoir des entités qui sont vraiment fortes et à même d'aider les pays à pouvoir aller de l'avant. Donc sous l'angle bénéfice pour l'État, c'est d'avoir un œil sur les entités qui les constituent. Donc c'est vraiment ça, et surtout lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. D'ailleurs, en fin 2022, le chef de l'État avait promulgué une loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Donc j'espère qu'on pourra aborder cette notion-là peut-être dans les minutes qui suivent. Sur la lutte contre les blanchiments des capitaux, on y va justement. En quoi cette loi va nous permettre justement, enfin, cet acte uniforme va permettre à l'État de lutter contre les blanchiments de capitaux? On sait qu'il y a d'autres textes qui sont déjà là, notamment celle qui réglemente la sortie et on va dire le mouvement des fonds en liquide, notamment par les Congolais. Qu'est-ce que cet acte uniforme vient ajouter de plus dans cette lutte-là? En fait, en les mettant en parallélisme avec la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme que vous étiez en train d'évoquer, c'est que la loi essaye d'épingler un peu les personnes, ou les personnes morales, les personnes physiques qui sont soumises à cette loi. Il y a les entités, il y a les ASBEL, il y a les banques, il y a les comptables, il y a vraiment une panoplie des personnes qui sont soumises à cette loi-là. En fait, pour essayer de revenir rapidement sur le petit papier que j'ai écrit, j'ai à les détailler là-bas, où les États-Unis ont dû sanctionner les Vatican pour des faits des corruptions notamment. D'ailleurs, il y a une référence qui a été citée là-bas. C'est que la comptabilité vous permet de pouvoir donner en fait les éléments pour qu'un contrôle puisse être effectué. En fait, sans une source d'information, la gestion est opaque. Et lorsqu'on a un élément qui nous permet de justifier comment on a pu gérer une institution, on saura si le contrôle aussi est effectué dans les bons sens, déceler en fait les causes ou les sources ou les moyens qui ont permis en fait à cette entité-là à blanchir les capitaux. Je peux prendre un cas rapidement parce que c'est vraiment une notion qui est transverse. En fait, je peux être mécène, j'organise un concert, j'ai distribué les fonds aux gens qui me sont fidèles, tout en leur demandant de distribuer de l'argent à l'artiste. Et puis, il y a un accord qui a été signé, qui peut être signé entre moi et l'artiste, pour que lui bénéficie des 10%. Et j'aurai un moyen net et clair pour pouvoir justifier mon enrichissement. C'est que j'ai produit un artiste qui a réalisé de l'argent, j'ai produit un artiste dont l'événement m'a permis de glaner beaucoup d'argent, et puis j'aurai une justification pour pouvoir l'insérer dans les circuits normaux de la vie économique. Donc, si aujourd'hui, même ces événements-là sont suivis à la loupe, sont suivis à la lettre, nous permettrait en fait de savoir déjà les ressources ou les sources de financement des gens qui viennent donner de l'argent en milliers et en millions de francs congolais à ces artistes, qui pourraient en fait servir à l'État de mieux contrôler aussi la masse monétaire qui est en circulation
et si ces fonds ne viennent pas des activités normales, voilà, des activités interdites telles que le proxénétisme, la vente d'organes, tout à fait, et puis la corruption même. Donc voilà. Donc la comptabilité, c'est vraiment un moyen qui, pour aller dans le sens du professeur que j'ai cité tantôt, vraiment c'est vraiment un moyen qui permet aux États, aux entités de vraiment solidifier leur gestion et puis s'étendre dans la durée pour la prospérité. Merci beaucoup Deli Kapassa d'être venu sur les plateaux d'Ecofin aujourd'hui. Merci. Je suis très flatté de voir qu'il y a aujourd'hui une chaîne qui est dédiée aux questions économico-financières, parce qu'il faudra en parler. Les gens ont donné beaucoup plus d'importance au divertissement et à la politique, alors que vraiment l'économie devrait être le moteur de la vie au sein d'une nation, pour que finalement tous les autres secteurs puissent être drainés autour de l'économie. Je suis très flatté et très content qu'aujourd'hui on a un moyen où on peut exprimer en fait des idées économiques pouvant servir les pays à pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup. Plaisir pour moi, monsieur. Merci beaucoup Deli Kapassa. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences économiques et de gestion. L'acte uniforme relatif justement au système comptable des entités à but non lucratif est entré en vigueur en République démocratique du Congo, je le rappelle, depuis le 1er janvier 2024. Et donc désormais, toutes les églises, toutes les autres associations à but non lucratif, les partis politiques notamment, sont en tout cas dans l'obligation de présenter des états financiers à chaque fin d'exercice ou tout simplement à chaque fin d'année. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté, ce tout premier numéro de l'année 2024. Plusieurs autres seront à venir. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur votre télévision.